Bonjour, bonjour et bienvenue dans le podcast Wake Up, Rise Up and Shine, le podcast qui accompagne les femmes à vivre une vie radicalement libre et choisie. Je suis Christine Levicki, coach, entrepreneur, maman et femme qui ose briller sans retenue ni délai. Je suis l'auteur de plusieurs best-sellers dont J'arrête de râler et Wake Up. Je crois profondément que nous pouvons, nous les femmes, nous construire une vie radicalement libre et choisie, bien loin des diktats, des idées reçues et des conditionnements. Je crois que non seulement nous le pouvons, mais en plus nous le devons, car nous les femmes avons un rôle à jouer pour influencer l'avenir de notre humanité. Chaque lundi, dès 6h, je vous partage une conversation avec une personne inspirante. À travers les différents épisodes, je souhaite vous aider, selon vos désirs, à avoir une famille sereine et joyeuse, un métier qui vous fait kiffer, des finances dont vous pouvez être fiers, du temps et de l'énergie pour prendre soin de vous et vous amuser, et une sexualité délicieuse et libérée. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans le podcast Wake Up, Rise Up and Shine, le podcast à écouter avant de commencer votre journée. Je suis Christine Levicki, auteure des best-sellers J'arrête de râler et Wake Up, et à travers ces différents épisodes, je souhaite vous partager de nouvelles perspectives. De l'inspiration bien évidemment, mais aussi des actions concrètes pour vous permettre de vivre la vie que vous avez choisie. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Alexandra Huguetto pour parler de l'émancipation des femmes et notamment du travail qu'elle accomplit auprès des jeunes adolescentes. Alors, je suis maman de 3 jeunes filles et donc je suis personnellement très impatiente de vivre cet échange avec elle et vous aujourd'hui. Alors, je connais bien Alexandra, car elle est venue participer à plusieurs de mes programmes de coaching. À l'époque, toute jeune maman de 2 jumeaux, elle a suivi mes ateliers J'arrête de râler sur mes enfants et mon conjoint. Ensuite, elle a participé à mon séminaire Wake Up et puis elle est devenue membre de mon groupe de coaching Le Cercle. J'ai ainsi eu l'immense privilège d'être dans les coulisses et de l'accompagner sur plusieurs de ses projets, dont notamment l'accouchement de son roman inspirationnel pour adolescentes, Chloé des loups, publié chez Robert Laffont, dans lequel elle transmet aux jeunes des clés pour avancer sur le chemin de la vie. Alexandra Huguetto est philosophe et sociologue de formation, coach et consultante de métier, experte en dynamique de changement, passionnée de développement personnel et spirituel. Elle est portée par son engagement pour l'empowerment féminin. Elle y dédie aujourd'hui toutes ses activités. Ses sujets de prédilection, la liberté d'être soi, oser s'affranchir des conditionnements sociaux et des loyautés familiales. Elle anime aussi des ateliers ados en ligne sur la confiance en soi. Dans ces ateliers, on tord le cou aux croyances limitantes et aux jugements. Alors cet épisode est pour vous si vous êtes une adolescente, si vous avez des envies, des rêves et des projets, mais encore trop souvent, vous doutez de vous. Vous n'osez pas dire ce que vous voulez dire, faire ce que vous voulez faire ou être qui vous voulez être, parce que vous avez peur du regard et ou du jugement des autres. Vous aimeriez avoir plus confiance en vous. Ou alors, cet épisode est aussi pour vous si vous avez une ou plusieurs jeunes filles dans votre vie et vous aimeriez avoir des pistes pour les aider à traverser au mieux cette période riche, mais aussi parfois compliquée de la vie. Alors, dans cet épisode, nous aborderons entre autres les questions suivantes. À quoi aspirent les adolescentes aujourd'hui? Et quelles sont leurs plus grandes difficultés, souffrances ou frustrations? En quoi l'adolescence de nos filles en 2020 est différente de celle que nous, mamans, avons pu vivre? Alors bonjour Alexandra et bienvenue. Bonjour Christine, merci pour ton invitation. Alors quand je t'ai connue et quand je t'ai accompagnée en tant que coach, tu développais un cabinet de consulting et de coaching en direction des entreprises. Mais donc qu'est-ce qui t'a amené à finalement orienter aujourd'hui tout ton travail vers l'émancipation des femmes et des filles? Ah, c'est une jolie question. Tiens, que je ne me suis pas posée depuis fort longtemps. Il se trouve déjà que la plupart de mes clients étaient des clientes. Donc même quand j'ai travaillé dans l'univers de l'entreprise, finalement, j'ai travaillé soit en individuel, soit en collectif avec des dirigeantes, des femmes principalement. Et j'ai vu que ce qui leur plaisait dans mon accompagnement, c'était certes mon expertise autour de la gestion de projet, les dynamiques de changement, mes compétences de sociologue, mais aussi ma
ma capacité en fait à les accompagner pour voir grand, faire sauter les verrous, ouvrir les opportunités, ouvrir leur capacité en fait à oser accueillir les opportunités qui se présentaient à elles. Donc, dans cette activité-là, finalement, j'ai été en contact avec beaucoup de femmes. Je me suis aussi beaucoup reconnue dans ce qu'elles vivent et j'ai vu que j'étais en capacité voilà, d'avoir une valeur ajoutée sur l'accompagnement de ce qu'elles sont et pas seulement de ce qu'elles font. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que je crois que du plus loin que je m'en souvienne, je suis féministe. Déjà, toute gamine, j'avais cette volonté et surtout cette clairvoyance sur le fait qu'on ne jouait pas à armes égales avec les hommes et que c'était profondément injuste. Et, et voilà, cette fibre en moi, finalement, cumulée avec toutes mes connaissances de développement personnel, aussi mes connaissances de sociologie, parce que je me suis spécialisée dans la sociologie identitaire. Donc, tout ça a fait que j'ai vu que j'avais quelque chose qui pouvait apporter un petit plus pour les femmes. Voilà pourquoi aujourd'hui, finalement, elles sont au cœur de mon engagement. Et donc, au milieu de cet engagement, tu t'es retrouvée dans cette aventure d'écrire ce livre, Chloé des Loups, qui est finalement un roman initiatique pour les jeunes. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus de quoi parle ce livre et qu'est-ce qui t'a donné envie de l'écrire? Alors, ce livre raconte l'histoire d'une jeune fille de 17 ans qui doit s'émanciper d'un lourd fardeau familial pour pouvoir être elle-même et se découvrir. Donc, c'est vraiment un livre, c'est une histoire d'émancipation, euh, de capacité à s'affranchir d'un modèle familial qui lui est imposé pour pouvoir aller vers ce qu'elle est, elle, qui est très très différent de ce qu'on lui propose, non seulement dans sa famille, mais aussi dans la société dans laquelle elle vit. Ça, c'est pour l'histoire. Après, comment m'est venue cette envie d'écrire? En fait, l'envie d'écrire est différente de comment m'est venue l'idée de ce roman. Euh, Moi, dans une toute première vie, j'ai été chanteuse d'art lyrique. Euh, Suite à voilà, un problème de santé, une partie de mon pharynx s'est calcifiée. Je n'ai pas pu mener à bien cette carrière. Et de fait, je me suis engagée dans une carrière un peu plus classique. Et on va dire qu'une quinzaine d'années plus tard, ça m'a rattrapée, en fait, notamment en retravaillant sur la sociologie des identités. Je me suis dit, mais mon Dieu, mais j'ai en moi une identité d'artiste qui pleure beaucoup, qui n'est pas du tout servie et qui fait que bien que j'avais une super carrière, j'avais le sentiment de m'ennuyer profondément et surtout de ne pas m'épanouir. Donc j'ai compris que j'avais un besoin à servir autour de cette identité d'artiste qui était fortement ancrée en moi. Et bon, le chant, là, il n'en était plus question, mais j'ai cherché, alors que je n'ai pas eu les ressources de le faire à 25 ans, hein, quand l'histoire m'est arrivée. Au lieu de tout arrêter, de mettre mon mouchoir dessus, bah là, j'étais suffisamment armée avec tout le développement personnel et les démarches thérapeutiques que j'avais pu faire pour me dire, mais après tout, je peux l'investir autrement, cette fibre artistique. Et l'écriture est arrivée assez naturellement, Mm. comme idée. Mm. Après, l'idée du roman, je suis convaincue que c'est un cadeau. Du jour où j'ai accepté d'ouvrir en me disant, OK, cette fibre artistique est en moi, je vais l'honorer parce que c'est un besoin fondamental pour moi. Finalement, l'idée de roman est arrivée très vite. Mm. Mhm. Mais elle a Alors, surgi hein, dans ma vie. Je ne m'y attendais pas du tout. Moi, je pensais plutôt écrire un livre de développement personnel. En fait, j'avais déjà tellement travaillé depuis presque 15 ans en développement personnel que ouais, je me sentais tout à fait en capacité d'écrire un roman pratique. Enfin, plutôt un livre pratique de oui, développement personnel. Euh, je, je ne me sentais pas encore capable à l'époque d'écrire un roman. Sauf oui. qu'une nuit a surgi l'idée cette histoire de Chloé. Je suis convaincue qu'elle est venue toquer à ma porte et que ce personnage a eu envie que je parle d'elle. Mm.
Et je Alors, me suis là lancée dans cette folle aventure d'un roman qui me semblait bien trop grande pour moi à l'époque. c'est chouette parce que du coup, comme on dit, tu walk the talk, tu vois, tu t'appliques à toi-même, tu chemines toi-même personnellement pour dépasser tes limites, pour révéler ce que tu portes en toi. Et ensuite, c'est ça que tu transmets aux jeunes filles que tu accompagnes par la suite. Donc, c'est chouette de te voir incarner toi-même ce que tu enseignes. Ah oui, tout à fait, tout à fait. C'est vraiment ce que je transmets, c'est ce que j'ai appris, ce que j'ai expérimenté Mhm. et ce qui a Ah, marché. mhm. Alors, quand tu vois une adolescente commencer ton livre, quel est ton plus grand désir pour elle? Qu'à la lecture, elles se disent que tout est possible. Si elle peut connecter en elle un sentiment de puissance à la lecture, alors là, j'ai réussi le boulot. Super. Alors, de manière générale, donc là, tu accompagnes des jeunes adolescentes. Qu'est-ce qui se joue selon toi à l'adolescence pour une jeune fille? Alors, je ne suis pas sûre que ce soit différent à l'adolescence qu'à un autre moment de la vie. Euh, En tout cas, c'est bien à l'adolescence que ça commence, puisque c'est avec cette démarche d'émancipation de sa famille, puisque l'adolescence, c'est ça, c'est commencer à développer son soi, sa propre identité, ses propres envies, ses propres désirs en dehors de finalement ce que peut nous proposer notre toute petite sphère familiale. Et à ce moment-là va se jouer la confrontation finalement avec la vie et ce qu'on réussit, ce qu'on ne réussit pas. Certaines réussites vont pouvoir booster les personnes, certains échecs vont pouvoir faire du mal. Et ce qui se joue, c'est vraiment la capacité en fait à s'affranchir des croyances qu'on nous a transmises enfant dans le cercle familial, mais aussi dans tous les cercles éducationnels, quels qu'ils soient, l'école, le sport, les arts, peu importe. On a des guides dans toutes ces activités, mais ces guides nous transmettent aussi des croyances qui parfois sont limitantes. Bon, après, on n'a pas besoin que des autres pour se forger des croyances limitantes. On peut aussi se les forger soi-même suite à voilà, des déconvenus ou des échecs. Et ce qui va se jouer à l'adolescence, c'est la capacité ou pas à dépasser ces croyances-là pour pouvoir oser se lancer dans la vie. Hmm. Et se Mhm. lancer en tant que soi. Je pense que l'enjeu majeur de l'ado, c'est la capacité en fait à trouver qui il ou elle est en dehors des repères familiaux et en dehors des repères aussi de l'environnement, des copains, des copines. On a vraiment besoin à cet âge-là de se différencier, de dire je suis différent, ou je suis unique, ou je suis. C'est là où on connecte le plus à notre unicité, j'ai l'impression. Oui, Avant, on était peut-être, enfin là, je me projette un peu quand j'étais adolescente et je suis maman, moi, de trois adolescentes, mais avant, ben voilà, on faisait partie d'une fratrie, on était la première, la deuxième, la troisième, enfin voilà, on faisait partie du groupe. Et puis, ben, à l'adolescence, on a besoin d'être différent, on a besoin de noter qu'on n'est pas comme nos sœurs, qu'on n'est pas comme nos amis, qu'on n'est pas comme, et qu'on a une unicité. Je pense que c'est vraiment un moment où on connecte avec notre unicité. Quelle est oui. mon unicité? Et c'est ambivalent parce qu'en même temps qu'on a ce besoin de se différencier, on a aussi le besoin de ressembler aux autres pour être rassuré. Et c'est cette ambivalence-là qui n'est pas simple à gérer. C'est-à-dire ni trop peu d'un côté, pas trop de différenciation parce que cette différenciation peut devenir aussi stérile, hein, parce que ça peut Mhm. être tout simplement choisir un autre chemin juste pour pas faire comme ses parents, sa sœur, son frère, ses copains. Et ça peut être aussi une démarche stérile qui ne nous ressemble pas. Et en même temps, ne pas trop s'identifier non plus pour pouvoir laisser sa fibre s'exprimer, sa petite lumière, son étincelle s'exprimer. Mhm. C'est ambivalent, ce besoin d'être rassuré et d'être dans un cadre connu et en même temps le besoin d'explorer. Oui, puis le besoin d'être accepté, donc quelque part d'adopter les codes Mmh. du groupe Oui, pour être accepté, pour être aimé, parce que je pense il y a probablement oui, une grande peur de ne pas être aimé. bien sûr. Voilà, si je m'affirme, est-ce que je vais encore être aimé, est-ce que je vais encore être accepté?
Mais tout à Euh, fait. Nous ouais. sommes des êtres sociaux. Nous avons besoin de signes de reconnaissance des autres, comme quoi Mhm. nous appartenons à un cercle amical, à une communauté, peu importe, mais on a besoin de ces signes de reconnaissance. Voilà. Mhm. Donc j'aime beaucoup cette idée de dire que vraiment peut-être que, enfin ça me parle beaucoup cette idée qu'à l'adolescence, ce qui se joue, c'est cette ambiguïté de j'appartiens au Oui. groupe et ma tribu, mes copains, je veux être accepté, donc j'adopte un peu les codes du groupe et je suis Mhm. influencée. Je suis peut-être influencée beaucoup par les codes du groupe pour être acceptée, pour être aimée dans ce groupe. Et en même temps, j'ai donc un autre élan qui est l'élan d'affirmer mon unicité, d'être différente, de me différencier. C'est ça, Et de me trouver en fait. Mhm. c'est ça. Oser être soi, Mhm. dans un cadre rassurant, mais oser être soi quand même, parce que c'est ça qui Mhm. amène à l'amour de soi. Mhm. C'est voir qui l'on est vraiment et aimer cette personne-là. Mhm. Alors, quand tu regardes les jeunes filles que tu accompagnes et quand tu regardes peut-être l'adolescence que toi, tu as eue, en quoi l'adolescence de nos filles en 2020 est différente en fait de celle que nous, maman, nous avons pu vivre? Est-ce que tu vois des Je, différences? oui, alors la différence que je vois me semble être liée à la surexposition physique, euh, notamment des filles. Je pense que c'est plus difficile pour elles de s'aimer, de s'accepter telles qu'elles sont, avec les réseaux sociaux qui sont inondés de filles transformées, photoshopées, euh, avec tous les filtres incroyables mais vrais qui te font ressembler à une poupée absolument parfaite. Je pense que l'image de soi est certainement beaucoup plus difficile à construire. L'amour de soi dans son image est certainement bien plus difficile à construire que pour nous. Ça, j'en suis vraiment convaincue. Et je le vois, moi j'ai des petits ados dans mes ateliers euh, qui sont vraiment très jolis et qui pourtant, dans leur story, mettent des filtres pour être encore plus jolis. Et Mhm. je ne cesse sur Instagram de leur écrire en leur disant, mais tu es tellement jolie, es-tu sûre d'avoir besoin de ce filtre? Mhm. C'est dingue parce que qui sont-elles le matin quand elles se coiffent devant le miroir et qu'elles se sont trouvées tellement jolies sur sur un selfie hyper photoshopé la veille? Mhm. Je pense que c'est très difficile. Il y a beaucoup de Mhm. jugements autour du physique, certainement plus que nous n'en avions, nous. Oui. Pour le reste, je ne sais pas si c'est très différent. Mhm. Et il y a, en même temps, il y a aussi le côté qui peut être positif de ça, de se dire, ben, j'ai la possibilité de me montrer au monde et de choisir, alors pas forcément les filtres, hein, mais je sais que moi, à l'époque, quand j'étais adolescente, quand on tirait les photos de vacances de l'été, donc on avait un appareil photo, hein, mais c'était du, comment on appelle ça, comment ça s'appelle, L'argentique, voilà, de l'argentique. Et donc, on sortait les photos de vacances et puis c'était pourvu qu'il y en ait une qui soit bien, quoi. Pourvu ah, qu'il c'est y vrai. ait une photo de moi qui soit bien et que je puisse la mettre dans ma chambre et me voir et me trouver belle. Tu vois, Ça, pourvu c'est très que... juste. Et là, bah, c'est facile d'avoir une belle photo de soi. Pas forcément, même au-delà des filtres, juste parce que avec le digital, on peut prendre des tonnes de photos et du coup, bah, on Oui, peut jeter toutes celles qu'on n'aime pas et on peut garder celles qu'on aime et mettre sur le mur de notre chambre ou sur notre mur Instagram une photo de nous qu'on aime. Et c'est ça, ça. c'est en même temps, Oui, c'est boostant, je trouve. oui. D'ailleurs, ça l'est pour nous aussi, à vrai dire. Oui, oui, Parce oui. que même nous, adultes, on s'est entraînés, on s'est fait deux, trois selfies trop moches. Après, on a compris quelle était la pose la plus avantageuse, le profil le plus joli. C'est des choses qu'on aurait fait moins spontanément avec de l'argentique. Le numérique nous permet ça. Le fait de pouvoir notamment se photographier soi-même, c'est certainement. Oui, tu as raison, j'ai pas vu ça. C'est un pas vers l'amour de soi. Après, l'excès, c'est peut-être c'est pas tant. On va dire que le numérique et la capacité à se photographier, du coup, à apprendre à se faire de jolies photos, ça c'est chouette. Après, cette surexposition sur les réseaux sociaux, pour être comme les autres, c'est aussi joli que l'influenceuse qui est hyper photoshopée, hyper maquillée. C'est Mhm, peut-être la surexposition des réseaux sociaux qui fait. mhm. Et Et en quelle mesure l'image de soi influence la confiance en soi? c'est alors,
Je trouve qu'à cet âge-là, c'est déterminant, en tout cas dans ce qu'elles expriment. Dans mes ateliers, ce que j'observe, c'est que pour la capacité en fait à avoir de l'estime de soi passe beaucoup à cet âge-là. J'ai des filles assez jeunes hein, dans mes ateliers, elles ont entre 12 et 15 ans. Euh, il va y avoir beaucoup de remise en question de soi-même par rapport aux critiques que les autres ont pu faire à l'école ou au collège. Et ces critiques sont souvent des critiques sur l'aspect physique. Mhm. T'as un front trop grand. Mais enfin, elle me raconte des choses hallucinantes. Hein. J'en ai une qui est une jolie poupée magnifique, avec un petit profil de danseuse superbe, avec ses petits cheveux en arrière. Et elle me raconte qu'elle n'ose plus se mettre les cheveux en arrière parce que un copain lui a dit à plusieurs reprises, et tout le monde s'est moqué d'elle parce qu'elle avait un trop grand front. Mhm. Et je trouve que les filles, mais comme les garçons, hein, moi-même j'ai 2 garçons de 12 ans, les filles comme les garçons sont tellement exposées aux critiques physiques de leurs copains et copines de classe. Mhm. Et ça tourne beaucoup autour de ça. Finalement, dans les ateliers, on parle beaucoup de se libérer par rapport au jugement des autres, et notamment ces jugements physiques, qui deviennent des jugements que les filles portent sur elles-mêmes. Et d'ailleurs, c'est très très joli. Alors moi, j'accompagne pas les ados en individuel, je les accompagne en collectif. Je trouve que c'est très puissant en fait, le fait d'avoir autour d'une table virtuelle, hein, ce sont des ateliers en Zoom, mais plusieurs filles en même temps, parce qu'elles peuvent entre elles se dire, mais oh, t'es super jolie. Ah bon, un grand front? Mais quoi un grand front? Non, non, tu es tellement belle. Et il y a beaucoup de paroles bienveillantes qui s'échangent entre elles et qui leur font aussi beaucoup de bien. Mhm. Et Mhm. c'est pour ça, c'est très fort en fait le collectif. Elles sont par atelier entre 10 et 20. Ça dépend des sujets et des thèmes abordés dans les ateliers. Et le collectif est très puissant. Mhm. Donc ça m'interpelle beaucoup ce sujet de l'important, enfin le lien entre l'image de soi et la confiance en soi. Oui, Et tout particulièrement, là, on parle du sujet des femmes et du sujet des jeunes filles. Et donc, mon raisonnement, enfin, ce qui est présent en moi, là, tout de suite, alors que nous avons cette conversation, c'est que nous vivons une vie incarnée. Nous sommes en ce moment en train de vivre une vie incarnée dans un corps et on a peut-être vécu dans une société qui a objectifié ce corps oui. et qui a enfin, en fait, moi, je sais que quand j'étais jeune fille, on m'a dit, voilà, sois jolie, mais pas trop jolie, Mm. sois belle, mais surtout pas trop sexy, fais-toi belle, mais sois pas vulgaire, enfin, je sais pas comment, mets en avant tes atouts, mais pas trop. Et donc, en gros, on était tiraillés de tous les côtés, quoi. Quel que soit ce qu'on Oui. faisait, c'était toujours trop ou pas assez. Et donc, il y a un peu et donc, il y a cette objectification, toutes ces directives que nous avons sur notre corps qui, en fait, nous coupent de notre incarnation, quelque Mm. part. Et du Oui. coup, on se réfugie dans notre tête et dans nos mains. Donc, qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce que je pense? Quelles sont les connaissances que j'ai accumulées, les diplômes que j'ai obtenus? Et puis, qu'est-ce que je suis capable de faire avec mes mains ou avec mes pieds, enfin, pour avancer dans la vie, pour aller de l'avant? Mais on est coupé de notre véhicule, en fait. On n'est pas en paix avec notre véhicule, qui est notre corps. Oui. Et moi, j'ai vraiment observé, et c'est vrai pour les hommes et c'est vrai pour les femmes, mais c'est vraiment vrai pour les femmes parce qu'elles ont subi cette objectification de manière très très forte de la part de notre société, le patriarcat, les médias et tout ça. Oui. Mais quand Des siècles. des siècles, voilà, et donc quand on reconnecte la femme et la jeune fille avec son corps et qu'on lui amène à être en paix, à être heureuse. Je parlais à mes jeunes filles, donc à mes filles hein, qui sont jeunes filles, je leur parlais de cette expression de dire être bien dans sa peau. Mm. Être bien dans sa peau, c'est vraiment quelque. Enfin, moi, j'ai mesuré que être bien dans sa peau, c'est vraiment sentir un sentiment, une sensation confortable et agréable et plaisante d'être dans sa peau. C'est pas juste Oui. je suis bien dans ma peau de manière extérieure de moi, c'est non, c'est juste agréable d'être dans ce corps. Et quand on connecte à ça, en fait, moi, j'ai l'impression qu'on reconnecte avec notre GPS. On reconnecte avec notre véhicule. On a ce véhicule corporel pour mener notre vie. Et quand on est en paix avec ce véhicule corporel, eh ben, on peut aller du coup vers le monde en confiance. On peut aller vers le monde, faire, agir, développer nos projets,
dire ce qu'on a à dire, faire ce qu'on a à faire. Mais c'est très difficile d'être dans le monde en confiance quand on n'est pas connecté avec notre véhicule corporel et quand on est déconnecté en fait de Mais ce tellement, corps. mais c'est Mhm. tellement, c'est tellement le cas. Euh, D'ailleurs, on peut l'expérimenter lors d'une séance de sport particulièrement réussie, avoir eu ce sentiment de toute puissance parce qu'on était uniquement dans notre corps et Mhm. vraiment connecté à nos cellules. On est dans cette capacité d'avoir des moments vraiment d'éblouissement physique par le sport ou en se promenant dans la nature. Et ça, c'est une source d'estime de soi très forte. On est trop coupé, comme tu le dis, du corps. On privilégie le mental, le faire, mais le corps est une source d'ancrage tellement Voilà. puissante. Et c'est tout à fait important, y compris pour les jeunes, d'être bien, comme tu le dis, dans leur peau et dans leur corps, parce que c'est une source de confiance en elles, Voilà. c'est Et certain. c'est vrai que je remarque que souvent, malheureusement, la conversation autour du sport, quand on est jeune, moi je me souviens, c'était le cas pour moi et je suis curieuse de savoir si c'est encore le cas aujourd'hui pour les adolescentes d'aujourd'hui. Euh, mais c'était, il faut que je fasse du sport parce que j'ai pris des kilos. Donc c'était pas, il faut que je fasse du sport parce que je vais connecter avec ma puissance et ça va être tellement agréable, cette sensation corporelle que je peux ressentir quand je Mhm. augmente les pulsations de mon cœur et quand je me dépasse un peu physiquement ou juste quand je bouge, tout simplement. Ça peut être aussi en dansant, ou voilà, juste quand je bouge mon corps, et ben, du coup, je sens mon corps, et quand je sens mon corps, ben, en fait, c'est trop bon. Et en fait, c'est pas ça le discours. Le discours, c'est fais du sport parce que ton corps n'est pas à la hauteur de ce qu'on attend de lui pour être aimé. Donc, fais Ouais, du ouais, ouais. sport parce que tu Mhm. as du ventre, parce que tu as des fesses, parce que tu as des machins. Et donc, on est encore en train de. En fait, on se prive et on passe complètement à côté de la plaque Oui. dans pourquoi bouger, en fait. Ah oui, la tyrannie des kilos, malheureusement, ça n'est pas terminé. Mais à ça s'ajoute aussi, et ça, tu vois, ça se joue à l'adolescence, le fait que dès le collège et encore plus au lycée, en tout cas en France, je sais que toi, tes filles sont dans un système éducatif qui est quand même moins, qui produit moins de surcharge sur les ados. Mais en France, en fait, la charge de travail du collège et du lycée ne cesse d'augmenter et c'est toujours au prix des activités extrascolaires, dont le sport, mais Mm. aussi les activités artistiques. Moi j'en ai un souvenir, mais malheureux. Je faisais énormément de sport, je faisais de l'athlétisme, de l'équitation, du ski, de la compétition. J'ai un souvenir terrible d'avoir eu à abandonner tous ces sports. Je ne voulais pas abandonner la musique, donc j'ai dû choisir pour pouvoir vraiment faire un lycée et avoir des résultats convenables. Mm. Et, et cette surcharge de travail me préoccupe beaucoup parce que malheureusement, ça n'a pas du tout changé. Je le vois déjà sur mes garçons, tu vois, qui entrent en cinquième à la rentrée. Dès la sixième, là, ça a été beaucoup plus compliqué de caser le sport. Mm. Et je sais que ça ne va cesser en fait de s'aggraver comme problème. Or, tu vois, entre la tyrannie des kilos et le fait qu'on fasse le sport du sport pour de mauvaises raisons, et en plus la surcharge qui est imposée à nos ados, ben voilà, le corps passe à la trappe. Et assez rapidement, on les emmène vers le mental et le faire. Qu'est-ce qu'on attend d'eux à l'école? De réfléchir et de préparer leur carrière. Mhm. Mhm. C'est Et alors, terrible, hein, ça se joue là. ouais. Et toi, quand tu écoutes les jeunes filles, elles aspirent à quoi? C'est quoi ce qu'elles voudraient si on... C'est quoi leurs aspirations? Écoute, je suis contente de constater qu'elles sont très, très ouvertes au monde et elles parlent beaucoup de carrière, d'envie et de désir très engagés. Ça, je pense que c'est le côté très beau de la mondialisation, des réseaux sociaux, de toute cette ouverture, c'est qu'elles ont la capacité en fait à se forger une idée de en quoi elles peuvent être utiles au monde. Et je suis très très surprise de voir déjà des petites jeunes hyper engagées sur être végétarienne, être végane, protéger la nature.
voilà, elles sont sur s'occuper des femmes, l'empowerment féminin, il y en a déjà hein, qui sont Oui, là-dessus. la question du genre, Oui, oui, de oui. l'orientation sexuelle, tout ça, c'est beaucoup de jeunes se Ouais, mobilisent, le féminisme, l'écologie. exactement. Et Mhm. c'est très beau pour moi de constater qu'elles ont des ambitions sur des sujets plus grands qu'elles-mêmes. Et ça, c'est chouette parce que c'est très porteur de lumière, ça, le fait d'être, comment dire, euh, mais nourri et porté par un projet plus grand que soi. Ouais. Et ça, c'est nouveau à cette génération. Nous, Ah ouais, je pense. c'est vraiment quelque chose de beau de notre génération, Oui, et enfin c'est de l'une cette génération. des, ouais, et puis c'est l'une des beautés finalement de la mondialisation et de cette ouverture, accès à l'information grâce à Internet. Mhm. Et donc, ces jeunes, elles ont vraiment envie de prendre leur place, elles ont envie de contribuer à l'humanité, elles ont envie d'activer leur talent. Oui. Euh, super, hein. Super. Et Et en alors, même temps, elles sont très contraintes par ah mais ça c'est des métiers qui gagnent rien. Enfin c'est incroyable comme elles sont prises en étau entre ces ambitions et tout ce que notre société, qui a pas encore complètement évolué, leur transmet comme modèle. Bon, bah, le modèle, ça reste encore, le métro boulot dodo, faut beaucoup travailler, faut s'acharner au travail pour réussir, les métiers, qui sont des métiers, comment dire? À la marge, sont des métiers qui ne gagnent pas d'argent, il y a et en même temps, c'est ce que nous, on a entendu en tant que. En fait, c'est pas étonnant parce qu'on est les parents, on est la génération qui a entendu ça. Donc, soit oui, en tant qu'adulte, on a réussi à le dépasser nous-mêmes, exactement, soit ben, on le retransmet à nos enfants. Donc, oui. l'opportunité, je pense, là, pour les parents qui nous écoutent, c'est de se poser la question, quelles sont les croyances que je transmets à mes enfants et est-ce que vraiment est-ce que vraiment je suis alignée avec ces croyances que je transmets avec mes enfants? Parce que moi, c'est vrai que moi, j'ai entendu, attention, ça c'est bouché, attention, ça va pas payer, Oui, attention. Et puis, l'objectif, c'était pas forcément de faire quelque chose qui est plus grand que nous. L'objectif, c'était de gravir les échelons de l'entreprise et d'obtenir le statut cadre. c'est ça. Et voilà, c'était ça ce qu'on nous proposait comme voie. Mais du coup, Oui. peut-être qu'en effet, de nombreux parents continuent à transmettre ce discours qui est en fait le discours d'il y a 20 ans, mais qui n'est pas où est la société aujourd'hui. Oui, les parents, la société, l'école, le collège, transmet encore ce modèle-là de Mhm. la carrière par, la réussite scolaire, par, l'hyper-travail. Heu, on nous a formés comme des générations de workaholics, je le dis toujours. Mhm. On est vraiment des drogués du boulot. J'espère que les générations futures pourront, s'ouvrir à d'autres manières, en fait, de réussir dans la vie que de s'épuiser au travail et d'être, Mhm. tous en burn-out comme ce qu'on observe aujourd'hui, dans nos générations. Mhm. C'est assez dingue ça quand même et J'ai moi je suis vigilante à transmettre un modèle différent. mhm. J'ai enregistré un épisode avec Ida Alichéri Mmh. sur la thématique de passer de la Wonder Woman à la badass. Et une des idées phares, c'était ça, c'est-à-dire nous, notre génération, on nous a dit en tant que jeune fille, hein, on nous a dit voilà, tu peux tout avoir. Et on était une des premières générations à qui on a vraiment dit ça, Mmh parce mh. qu'on pouvait accéder aux études. On pouvait faire des études supérieures et on pouvait du coup gravir les échelons. Et on nous a dit voilà, tu peux être en haut de l'échelle dans l'entreprise et tu peux avoir tes enfants. Et donc voilà, tu peux être sur tous les fronts, tu peux être la Wonder Woman qui est sur tous les fronts et qui réussit sur tous les domaines. Sauf que ça a généré des multitudes de burn-out parce que dans les Mmh. faits, on a passé notre temps à s'occuper des autres, notre patron, nos clients, nos collègues, nos équipes, nos enfants, notre conjoint, notre maison, nos voisins, et on arrive à des burn-out. Donc ça, c'était la Wonder Woman, mais c'était le schéma que nous, on nous a transmis en tant que jeunes filles. Oui, Et- qui plus est, cette Wonder Woman avait une injonction, c'était de réussir par le travail oui, et par le travail éventuellement acharné parce que comme on était des femmes, il s'agissait de pouvoir faire nos preuves bien plus que les autres, pour pouvoir réussir. voilà, tout en restant belle et en connectant avec le modèle de l'image de la Oui, femme. Donc, en plus de tout ça, hein, en il fallait plus. rajouter, voilà.
Tandis que quand tu me dis ce à quoi aspirent les jeunes filles aujourd'hui, je vois vraiment, et d'ailleurs on voit déjà des jeunes filles qui ont déjà 25 ans, la trentaine, et qui sont en train de vraiment s'affirmer dans le monde. On arrive maintenant vers un mouvement de la badass. Et donc on sort de la Wonder Woman et on arrive vers la badass. Et la badass, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est justement cette femme qui va se mettre au centre de sa vie, Mhm. qui va se mettre en premier en fait, et non pas en premier de manière égoïste, mais qui va se dire je vais d'abord prendre soin de moi, et puis je vais aussi faire un retour vers moi pour me mettre dans des situations où je peux affirmer mes talents, être au mieux de moi-même, et vraiment être à ma place. Donc on a ce retour vers soi pour être à sa place et pour prendre soin de soi. Et donc le pouvoir de la badass vient de là, vient d'un retour à elle-même et de se prendre soin d'elle-même en premier, de s'honorer elle-même en premier, pour ensuite, en effet, prendre à bras le corps des projets qui sont plus grands qu'elle, vouloir contribuer à l'humanité, vouloir changer le monde, mais sans renier ce retour à soi et cette responsabilité, en fait, de prendre soin d'elle en premier. Oui, Euh, et j'irai voilà. même plus loin, c'est prendre soin de soi pour être dans cette ambiance intérieure de puissance et de confiance en sa propre puissance. Ce que j'explique aux ados comme aux autres, c'est que la réussite n'est pas liée qu'au travail. Si on est une travailleuse acharnée avec le mauvais mindset, rien ne viendra. Mhm. Si on a le super mindset et qu'on travaille raisonnablement, tout va s'ouvrir. Et ce que vraiment je souhaite transmettre à ces jeunes, c'est que leur état d'être, leur capacité à avoir une ambiance intérieure lumineuse, positive, confiante en elles, détermine leur réussite autant que leur capacité à travailler. Mhm. Et c'est ça pour moi aussi la différence entre Wonder Woman et la badass. Mhm. Wonder Woman, elle bosse comme une dingue, mais est-ce qu'elle a le bon mindset? On ne sait pas. Elle voit que les étapes à franchir les unes après les autres, elle est dans le faire. La badass, elle est si convaincue d'être dans son être puissant, Oui. lumineux, que ça va le faire. Et c'est cette énergie d'être là qui va ouvrir les portes. Parce Mhm. que la chance, le succès, c'est aussi une question d'énergie, c'est pas simplement une question de travail. Oui, et c'est une question de, tu parlais du mindset, et je pense qu'en Mhm. effet, avoir un mindset puissant, un mindset ouvert sur les possibles, donc un discours intérieur, hein, le mindset, c'est le Oui, mind, hein, c'est le cerveau, c'est un discours intérieur, c'est une conversation qu'on cultive avec la vie, avec soi-même. Et moi, j'ai découvert ces derniers temps que le mindset, c'était énorme et c'était très puissant, mais il faut aussi que le corps suive. Et que oui, quand on est dans un mal-être corporel, quand on est déconnecté, quand on vit à quelques centimètres de notre corps, parce qu'en fait, on a des jugements, des croyances, des peurs, et qu'on s'est coupé de nos ressentis, souvent corporels, ben en fait, on se prive d'une sagesse, on se prive d'un GPS qui nous donne la direction de notre vie, qui nous donne des informations c'est très juste. déterminantes pour mener notre vie. Donc moi, voilà, c'est vraiment mon dada en ce moment. Donc c'est pour ça que je voulais Oui, t'inviter dans ce podcast aujourd'hui, Alexandra, pour qu'on parle de ce sujet auprès des jeunes. Moi, j'accompagne les femmes dans mon programme La Voix d'Athéna, c'est le même travail, en fait. C'est ce travail de ramener les femmes à elles, en elles, pour qu'elles puissent connecter à leur puissance, connecter à leur brillance, qu'elles puissent changer leur discours intérieur et changer la relation qu'elles ont avec leur être, avec leur corps, pour qu'elles puissent oui. connecter à leur toute puissance. Mais c'est tellement juste. Et d'ailleurs, l'un des sujets de la rentrée que j'ai hâte d'animer, les ateliers pour ados sont des ateliers thématiques, donc il y en a un par mois. Et chaque mois, il y a une thématique spécifique. Soit on fait un tableau de visualisation, soit on va explorer comment se protéger des amitiés toxiques. Enfin, voilà le genre de choses qu'on peut voir en atelier. Et à la rentrée, le thème de l'atelier, c'est «Je kiffe mon corps de fille». Ah, ben Et voilà, mais voilà. oui, mais c'est tellement juste ce que tu dis et ça passe par là aussi. Alors nous, dans notre éducation, on est passé complètement à côté du fait, de nous permettre d'aimer notre corps de femme. Mhm, Certaines d'entre nous, ont vraiment, moi y compris, ont appris tellement tard, en fait, à quoi vraiment ressemblait un clitoris, en fait. On a mhm, tous, pensé longtemps que c'était un petit bouton, sauf que quand on le voit mhm, en vrai, c'est juste quelque chose de merveilleux qui est immense. mhm, Et c'est loin d'être ce tout petit bouton que tout le monde nous a décrit. Et là, j'ai vraiment l'intention avec les filles d'y aller, hein. On va se parler mhm, vulve, lèvres, et je vais les accompagner à oser
oser dire ces mots. Même les mots vulve, on ne les dit pas. Alors qu'on va dire très facilement pénis, testicule, tout ça, on va le dire très facilement. Mais vulve, bon sang, lèvres, mince, c'est pareil. Oui, oui. Non, Donc, c'est vrai que l'éducation sexuelle des jeunes filles, en gros, quand on leur parle de leur éducation sexuelle, on leur parle des grossesses non désirées et puis des maladies transmissibles par la sexualité, mais c'est tout. On ne leur parle pas de leur sexe. Donc, oui, en et puis on effet, leur parle de leur sexe aussi dans le cadre d'une éducation sexuelle, et encore, on leur en dit si peu. Mais là, il s'agit juste, on est en dehors de toute éducation sexuelle, il s'agit juste de connaître son corps et de l'aimer. oui, tout à fait. Tout à fait. Écoute, Alexandra, on arrive à la fin de cet épisode. Alors, comment est-ce que nos auditeurs peuvent en savoir plus sur ces ateliers, te retrouver, te suivre ou les envoyer? Alors, je suis assez présente sur les réseaux sociaux, donc c'est facile de me trouver sur Instagram. J'ai un compte Alexandra Huguetto. Sur Instagram, j'ai aussi un petit compte qui est dédié à ces ateliers qui s'appelle J'ai trop la confiance. Les ateliers s'appellent comme ça, mais de toute façon, sur mon compte personnel, je relais évidemment toutes les informations sur les ateliers ados et sur le reste, parce que là, on a fait un focus sur les ateliers ados et sur le roman Chloé Desloups, qui est très proche dans la démarche. Mais je propose là, dès la rentrée, un accompagnement pour l'entrepreneuriat féminin, justement, qui est très orienté sur le mindset autour de la réussite au féminin. Donc tout ça se trouve sur mon compte Instagram, sur mon compte Facebook, Alexandra Huguetto, ou sur mon site internet, alexandrahuguetto.com. Je suis facilement joignable de toute façon. Ou sur LinkedIn, bien sûr, sur mon profil. Je suis facilement joignable. Super, formidable. Merci beaucoup, Alexandra. J'espère qu'on aura l'occasion de se voir très prochainement lors d'un voyage en France. Oui, merci Christine, moi aussi. Merci pour cette invitation. Au revoir. Au revoir. Alors voilà, ma conversation avec Alexandra est terminée. J'ai vraiment eu grand plaisir d'aborder ce thème important de la jeunesse et de l'adolescence. Si c'est un thème qui vous intéresse et que vous avez envie d'explorer plus loin, je vous invite à écouter l'épisode 36, intitulé « Réinventer l'école », ainsi que l'épisode 25, « Voir mon ado autrement ». Bonne écoute. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous pour que je puisse continuer à vous apporter des ressources pour vous aider à vivre pleinement la vie que vous avez choisie. Si vous écoutez sur Apple Podcast, laissez-moi 5 étoiles. C'est vraiment le meilleur moyen de m'encourager et de me soutenir. Et si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé pour vous un programme vidéo gratuit sur 5 jours pour vous aider à ne plus vivre votre vie à moitié endormie. Vous pourrez le trouver sur mon site internet www.christinelevicky.com. À bientôt pour un autre épisode à écouter avant de commencer votre journée. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous pour que je puisse continuer à vous partager des ressources pour vous aider à vivre une vie radicalement libre et choisie. Je vous invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. C'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir. Vous pouvez aussi partager l'épisode que vous venez d'écouter avec votre entourage si vous pensez que cela pourrait les intéresser. Et si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé un programme vidéo sur 5 jours gratuit pour vous aider à ne plus vivre votre vie à moitié endormie. Vous le trouverez sur mon site www.christinelevicky.com. À bientôt pour un nouvel épisode.